Après la vive émotion qu'a suscité l'assassinat d'une surveillante dans un collège à Nogent, nous interrogeons sur cette violence de plus en plus forte qui touche des garçons de plus en plus jeunes. Nous sommes avec vous, Christine Castelin-Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue au CNRS et à l'EHESS. On vous doit Les hommes aussi viennent de Vénus aux éditions Larousse et si on réinventait l'éducation des garçons. Et alors, j'ai deux unes ce matin, la une du Figaro qui évoque l'État. L'État cherche la parade contre la violence des mineurs. C'est ce que dit le Figaro, bien sûr, suite à cet assassinat. Et puis une autre, on en a beaucoup parlé déjà, où l'on voit Brian Wilson, le leader donc des Beach Boys, qui est mort. Et tout cela me fait songer à la sociologie, et notamment à la sociologie d'Edgar Morin, la manière dont celui-ci, dans l'Esprit du temps, donc l'Esprit du temps c'est 1962, mais aussi le Journal de Californie en 1969, a expliqué comment la culture jeune devenait une culture autonome, avec sa musique, avec ses rites, avec ses normes esthétiques également, et puis avec la manière dont également il y avait une contre-culture, une violence également, et c'est peut-être là-dessus que l'on pourrait débuter tous les deux, Christine Castelin-Meunier, pour évoquer la manière dont la jeunesse est devenue non seulement un mot nouveau, mais une forme de réalité sociale nouvelle dans les années 60. Oui, alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, la jeunesse, connaissait aussi, l'émergence, des blousons noirs et qui renvoyait à la classe ouvrière, hein, et à ce désir d'autonomie. Mais, moi, je relèverais plutôt, du côté d'Edgar Morin, cette notion de complexité et cette difficulté à trouver, l'affirmation de soi, sa personnalité dans une société très complexe. Et puisque c'est aussi la question du masculin, je dirais aussi, pour aller vers quelque chose de positif, qu'on est plus aussi dans le masculin pluriel aujourd'hui. Par contre, on est aussi, à l'inverse, dans le masculinisme, c'est-à-dire la volonté de faire ressurgir le masculin traditionnel, le virilisme. Et donc là, on sent bien qu'il y a des tendances qui s'opposent. Et ce qui est très dommage, c'est que le masculin en changement, qui est très porteur, eh bien, en fait, il est écrasé, étouffé par le masculinisme qui, lui, est très présent et essaye de se présenter comme le modèle d'affirmation du masculin et l'idéal viril. Si l'on voulait définir ce qu'est le masculinisme, Christine Castelin-Meunier. Ben, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai commencé à travailler sur toutes ces questions du féminin-masculin dans les années 88 et je suis tombée sur les groupes de défense de la paternité qui étaient nés à la suite du divorce par consentement mutuel de 1975. Et il y avait deux types de groupes de défense de la paternité. Ceux qui étaient favorables à l'égalité parentale, quand il y avait séparation conjugale, et qui revendiquaient le partage des responsabilités parentales, et qui accompagnaient le mouvement des femmes, dans le bon sens du terme. Et il y avait, à l'inverse, d'autres groupes, qui étaient les groupes de défense de la paternité, qui revendiquaient le masculinisme, le virilisme, en disant « il n'y a plus de père, c'est la faute des femmes, c'est la faute du mouvement des femmes ». Et là, je me suis dit « et mon œil ». Et donc, j'ai été voir du côté de l'histoire, et bien évidemment, les transformations de la paternité ont commencé bien avant le mouvement des femmes. Les historiens nous disent la Révolution française a accompagné la fin de l'âge d'or des pères, de la notion d'autorité, de référence à la loi du côté du père. Et donc, il ne faut pas oublier que le masculinisme prend ses racines dans les années 75. Bon, vous considérez, Christine Castelin-Meunier, que l'éducation des garçons n'est pas faite comme l'éducation des filles, et qu'il y a donc une sorte de double standard. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est frappant, c'est que on a poussé l'éducation des filles dans le bon sens du terme, hein, puisque c'était nécessaire. Par contre, on a oublié un peu l'éducation des garçons. Et en fait, on n'a pas réalisé que les garçons sont plus punis que les filles, que les garçons travaillent moins bien que les filles, que les garçons sont renvoyés
beaucoup plus souvent que les filles de l'école. Et donc, et qu'on a tendance à accuser les garçons de comportements a priori, qui sont bourrés de stéréotypes aussi, en disant les garçons ils sont sales, les garçons ils sont violents, ils sont bruyants, allez jouer au fond de la cour, vous faites trop de bruit, vous les filles venez là, on va vous protéger, etc. Donc il y a des représentations, des stéréotypes qui sont négatifs, et comme si on accusait les garçons, dès la naissance, d'être responsables de la domination masculine. En même temps, ce qui est complexe pour les garçons, c'est qu'ils sont sujets aux prises avec des injonctions paradoxales. C'est-à-dire que, à la fois, il faut qu'ils soient virils. Quand c'est des garçons, il faut qu'ils montrent qu'ils sont un homme. Et en même temps, il faut qu'ils soient partie prenante de la culture égalitaire. Et donc là, ça crée véritablement des tensions et des difficultés d'identification. Et donc, effectivement, là, la société doit véritablement prendre en considération cette difficulté d'affirmation des garçons et faire en sorte que l'on accompagne le moins mal possible l'éducation des garçons. On va écouter justement un extrait d'un reportage. Cette intériorisation qu'il faut être fort et cette dévalorisation de la faiblesse, ça va rendre les garçons beaucoup plus intolérants à la frustration. En particulier, la frustration causée par autrui. Ils vont vivre ça vraiment de manière humiliante comme un signe de faiblesse. Ça va faire naître en eux beaucoup de colère et un besoin d'échapper à cette émotion par la réaction, souvent agressive. Donc faire un compromis, céder sur son désir, se remettre en cause, tout ça va être vécu comme une faiblesse. Donc le consentement va être extrêmement problématique pour ces hommes. Ils vont être vraiment dans un désir, sur tous les aspects de leur vie, d'imposer le leur, qui va faire naître une agressivité et de la violence pour imposer leurs désirs. Et on comprend donc que le féminisme, la libération des femmes sur tous les aspects, les terrorise, parce que plus les femmes ont de pouvoir, plus elles sont libres, plus c'est un pouvoir de les frustrer. Et donc le patriarcat va être extrêmement rassurant pour ces hommes, comme si le patriarcat venait tenir place pour éviter un maximum de les frustrations aux hommes. La voix d'Adrien Brossard, psychologue, un extrait du podcast, un podcast à soi, comment élever les garçons d'Arte Radio par Charlotte Bien-Aimée. Une réaction à ce que vient de dire ce psychologue, cette injonction à être fort et la dévalorisation de la faiblesse, c'est ce que vous évoquiez dans cette injonction contraire faite aux garçons à être fort et être égalitaire. Oui, et c'est ça qui est vraiment qui ne va pas. C'est que la conception de la virilité est totalement opposée à la notion de vulnérabilité. Donc un garçon ne peut pas montrer ses faiblesses. Et alors que l'éducation doit accompagner ce processus-là, faire en sorte que y ait une pédagogie qui permette aux garçons d'aller vers ce qu'on appelle par exemple l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à gérer ses émotions, à les identifier. Et notamment, ça s'appelle aussi la météo intérieure, c'est-à-dire savoir parler. Et par exemple, les familles pourraient le soir parler ensemble de ce que chacun ressent en termes d'émotions. La peur, la tristesse, la haine, etc. Des tas de choses comme ça. Il y a aussi tout ce qu'on peut développer dans le sens de donner la capacité aux enfants, dès la maternelle, de comprendre ce que les autres pensent et de réaliser que les autres ne pensent pas comme soi. Et donc d'accepter cette diversité. Et ça, c'est très important. Il y a aussi, bien évidemment, cette éducation à l'empathie. Il y a aussi cette capacité à exprimer ce qu'est le masculin, le féminin, c'est-à-dire à favoriser le dialogue, les échanges au sein des classes, accompagnées par des personnes qui vont être compétentes en termes de psychologie. Et donc, on sent qu'il y a tout un chantier à développer pour prendre en considération la difficulté des garçons à s'affirmer dans cette société contemporaine complexe. Bon, mais par exemple, dans votre livre, Les hommes aussi viennent de Vénus, livre que vous avez publié chez Larousse, Christine Castelin-Meunier, il y a une difficulté à concilier les stéréotypes et l'affirmation d'une distinction de genre, s'il faut d'ailleurs, selon vous, affirmer les choses ainsi.
Alors, on est dans une société à mobilité des identités. On est dans une société où la question du genre, beaucoup de jeunes me disent, mais le problème, c'est pas masculin-féminin, c'est d'être soi. Le problème, c'est d'être intégré, d'être dans la convivialité, d'être dans la solidarité. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est des hommes et des jeunes qui disent, voilà, moi, les filles, je les trouve séduisantes, etc. Mais finalement, plus profondément, je ne sais pas comment être avec elles. Là où les filles vont dire, quand elles parlent du masculin, les garçons, ils sont violents, ils sont volages, et plus profondément, elles vont dire, mais on a besoin d'une épaule pour s'appuyer dessus. Et donc, on sent que là, on est en pleine contradiction dans les représentations des filles, des garçons, les uns sur les autres, par rapport aux autres, et que là, il faut avancer, il faut les aider, il faut les accompagner. Oui, alors la nouveauté, comme vous l'expliquiez, c'est justement l'apparition donc de l'égalité, parce que cette répartition des rôles, elle est ancienne. Donc, la difficulté, c'est que chacun est habité par des juxtapositions de représentations, des représentations héritées du passé, dont on a du mal à se débarrasser. Et donc, du coup, on est habité par des stéréotypes. Et ce qui me frappe aussi dans les relations hommes-femmes, c'est qu'il y a une manière a priori de se représenter l'autre qui ne correspond pas à ce qu'il est. Donc, il faut favoriser le plus possible les échanges, la communication, et faire en sorte que les jeunes communiquent, échangent, et cassent un peu toutes les représentations a priori qu'ils ont sur ce qu'est une fille, ce qu'est un garçon, ce qu'est un homme, une femme. Mais est-ce que c'est possible de vivre sans représentation a priori, Christine Castelin-Meunier? Parce que la sociologie, justement, considère... Vous avez raison. En fait, le cerveau n'aime pas le changement. Donc, on reproduit des habitudes. On a cette tendance-là. Et on reproduit ce qu'on voit du côté des adultes. Mais en ce qui concerne les garçons, c'est clair qu'il faut solliciter le plus possible les pères, les hommes, et notamment aussi dans l'éducation, qu'il y ait de plus en plus de professeurs hommes, d'instituteurs hommes pour les problèmes d'identification. Non, mais parce que, vous voyez, par exemple, je lisais dans la presse ce matin, un influenceur très populaire parmi les jeunes, Adé Laurent, qui représente tous les codes de ce que vous appelleriez le masculinisme, qui incite les jeunes à une virilité, disons, très fruste, et qui est très populaire, y compris chez certains enfants que je connais bien, qui pourtant n'ont pas été éduqués de la sorte. Donc, ce qui veut dire que c'est compliqué aussi pour un parent de donner une certaine éducation à son enfant quand une bonne part de sa socialisation se fait sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Mais donc la question des réseaux sociaux est importante puisque les masculinistes sont hyper présents sur les réseaux sociaux. Mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller voir du côté du positif. Parce que, par exemple, en ce qui concerne une intervention dans une classe de 3e, j'étais frappée. Des jeunes hommes, jeunes garçons, jeunes filles, qui disaient, en fait, sur les réseaux sociaux, on a bien compris que là, c'est illimité et on n'a pas de pouvoir. Et ce qui compte, c'est d'avoir une force morale, une force intérieure pour lutter contre toutes les dérives qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très fort. Et notamment même des garçons qui disaient par rapport à la pornographie, oui, les femmes traitées comme des objets, là, il faut aussi arrêter. Donc, ce qui me frappe, c'est à quel point aussi il est question, et là, je renverrai à Bourdieu, d'avoir des ressources intérieures et des ressources symboliques, culturelles, sociales, économique bien sûr, et dans l'éducation, ça c'est fondamental. Et il s'agit aujourd'hui de prendre en considération ce problème vraiment à pleine main. Christine Castelin-Meunier, Les hommes aussi viennent de Vénus aux éditions Larousse. Et si on réinventait l'éducation des garçons aux éditions Nathan, vous serez rejointe par Charles Dantzig qui publie un ouvrage collectif intitulé Masculinité, point d'interrogation, et c'est aux éditions Grasset. Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture.
Guillaume Erner. Et oui, nous sommes partis avec vous, Christine Castelin-Meunier. Vous êtes sociologue de cet assassinat d'une surveillante dans un collège à Nogent qui interroge sur la violence de plus en plus forte qui touche les jeunes et tout particulièrement les jeunes garçons, pour en arriver à cette question justement de la masculinité, des masculinités. Avec vous, Charles Dantzig, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, écrivain, romancier, et vous dirigez un ouvrage collectif publié aux éditions Grasset qui s'intitule Masculinité, point d'interrogation, et vous écrivez dans la préface de ce livre: masculinité n'était jamais employée, je n'ai en tout cas aucun souvenir de l'avoir entendu jusqu'aux années 2010. Oui, moi, quand j'ai grandi, l'injonction, c'était la virilité, et le mot n'existait quasiment pas. La masculinité, je réfléchissais en venant, d'ailleurs, j'aurais pu l'ajouter dans ma préface, le mot masculinité était plutôt appliqué aux femmes. Quand j'étais petit, on disait c'est une femme masculine, parce que, évidemment, le code était la féminité, et que donc toute femme qui ne répondait pas aux injonctions de la féminité était masculine. Mais c'était pas la même injonction. Et ce qui m'a intéressé, c'est que, d'une part, qui parle de masculinité principalement, ce sont les femmes, et elles ont raison, car elles la subissent ou elles la rencontrent en permanence. Et j'ai voulu, dans ce livre collectif, demander l'effet de la masculinité à des hommes et à des jeunes hommes, puisque eux ont grandi dans ce nouveau concept, si tant est que c'en soit un, et ils ont tous moins de 35 ans, de milieux différents, de pays différents, de sexualités différentes, et ils essaient chacun, non pas de théoriser, mais de raconter des récits de vie sur ce que la nouvelle injonction de masculinité fait à leur vie. Mais alors, Charles Dantzig, vous poursuivez, je vais faire réagir Christine Castelin-Meunier, vous dites que dans la culture populaire, toutes ces chansons, tous ces films, tous ces romans, alors vous citez Sardou, Bertrand Blier, il fallait être... Et écrivez-vous, un homme, c'était dit, répété en juin, je doute si l'on disait aux filles, tu dois être une femme. Tu dois être une femme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, sociologue Christine Castelin-Meunier? Le disait-on? Qu'est-ce qu'était justement cette injonction faite aux femmes? Moi, je renverrais au mouvement collectif de 1970, à savoir qu'avant, les femmes n'existaient pas. Elles avaient un statut d'enfant, donc elles n'avaient pas de droits civiques et sociaux. Et donc c'est à partir de 1970 que la femme a existé en tant que femme, et ayant des droits civiques et sociaux, c'est-à-dire pouvant avoir un statut possiblement équivalent à celui des hommes. Mais un stéréotype du féminin, des stéréotypes du féminin. Ah oui, mais ça c'était la féminité. Ça c'était un peu comme la culture qui renvoyait la femme à l'animal. En fait, la femme n'existait. On ne faisait référence à la femme que dans ce côté féminin. Reprenons l'étymologie. Femme, ça renvoie à femelle. Femelle, ça renvoie à animal. Et ça renvoie à tout ce qui relève des sensations. Alors que homme, ça renvoie au pronom impersonnel on, c'est-à-dire quelqu'un qui a une capacité à dire je. Bon, mais tout le monde ne disait pas cela. Je veux dire, Rousseau, par exemple, dans l'Émile, lorsqu'il parle de Sophie, il tient compte aussi des pulsions animales de l'homme. Et il a une vision, alors certes, ce n'est pas une vision contemporaine, mais c'est malgré tout une vision largement plus fine. Oui, bien sûr, mais il y a les deux faces chez l'homme. Là où avant, il y avait une seule face chez la femme, parce qu'elle était représentée à travers la culture. L'injonction masculine. L'injonction, je ne sais pas si l'injonction était la même. La masculinité a été construite pendant peut-être 100 ans sur le poème de Kipling que moi-même et peut-être Guillaume a dû apprendre à l'école. Tu seras un homme, mon fils. Et on entendait sans arrêt être un homme, il faut être un homme, on se bat pour être un homme. C'était une injonction extrêmement finalement aussi terrible que l'idée de, non pas d'être une femme, mais d'avoir une féminité ou d'être féminine. Et donc, c'était une autre forme d'injonction qui pesait sur les hommes aussi. Oui, mais dans le sens du pouvoir. Mais sens du pouvoir au passage du pouvoir, c'était une injonction qui pesait... Oui, et l'idéal viril. Eh bien, bien sûr, mais c'est une injonction quand même.
Oui, tout à fait. Et donc, par exemple, dans le volume, là, il y a le témoignage d'un jeune paysan breton, là, il y a une dizaine d'années, qui était adolescent et qui se trouve être gay. Et dans sa Bretagne, on lui disait que être gay et planter des choux, ça n'allait pas avec. Il se faisait injurier. Il est parti de sa Bretagne et il a essayé de surmonter ce défi en revenant et en créant une association LGBT pour les paysans. Alors justement, c'est cela qui m'a intéressé dans le témoignage d'Anatole Tomchak. Alors il est né en 1992, il est traducteur, il a traduit notamment le portrait de Dorian Gray, et il écrit quand il était enfant, le monde extérieur ne me montrait pas l'homosexualité comme quelque chose d'envisageable. Il n'y avait pas d'homosexuels dans les dessins animés, les publicités, etc. Quelques travelots, suivant le mot injurieux. Stevie de Love Story était probablement la seule célébrité gay que je connaissais. Mais ça a continué pendant très longtemps. Moi, j'ai quelques années de plus qu'Anatole, et moi, le seul gay qu'on nous montrait était Jacques Chazot, qui n'avait rien de mal. Mais enfin, on nous montrait un stéréotype de l'homme efféminé un peu ridicule. Il s'agit la chose différente dans l'injonction par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes, ça avait l'air valorisant, mais pour les gays, c'était toujours dévalorisant. Donc, on choisissait la tapette efféminée qui ne mettait pas en danger. Alors, c'est justement à ce sujet, je me demandais si, dans les masculinités, parmi les différentes révolutions, il y a eu l'arrivée donc de l'homosexualité comme un fait public admis. Pourrait-on dire, Charles Dantzig, je vous pose la question, et en tout cas qui a bouleversé la masculinité, y compris la masculinité hétérosexuelle. Oui, vous avez sûrement raison. Je mettrais peut-être un bémol, c'est-à-dire que ça s'est assoupli probablement dans les années 2000-2010 et que je pense que ça devient plus difficile à nouveau en ce moment. Je pense que des codes homosexuels ont été repris par des hommes hétérosexuels, et y compris des masculinistes, mais un peu comme les riches se sont appropriés les codes des pauvres. Moi, ça m'a toujours frappé quand Richard Branson, le fondateur de Virgin... C'est le principe de la mode. Oui, mais enfin, ce qui était intéressant dans le cas de Branson et qui s'est beaucoup répandu, c'est que un milliardaire avant Branson était un monsieur avec une cravate, un gros ventre, un cigare comme Aristote Onassis. Et Branson s'est approprié les codes des pauvres. C'est-à-dire, j'arrive, je suis supposément mal habillé, j'ai la chemise de travers, etc., etc. Et les hétéros se sont appropriés certains codes gays, mais pas pour être gentils avec les gays, simplement pour avoir l'air à la mode, parce qu'ils ont le préjugé. Vous savez, les gays sont à la mode et ont du goût, les juifs sont intelligents et sont riches, etc. C'est juste ça. C'est des appropriations dans un sens qui n'est pas nécessairement bienveillant. On ne parlera pas des juifs gays tout de suite, Charles Dantzig. Mais justement, si on poursuit, parce que je regardais cet influenceur, Adé Laurent. Adé Laurent a été entendu par les députés. C'est un jeune homme très musclé qui cultive son corps et un certain langage, disons, relâché au sujet des femmes. Et je m'intéressais particulièrement à lui parce que j'ai découvert que l'un de mes fils, qui a 14 ans, suivait la plupart de ses aventures, alors que c'est a priori un rôle modèle assez peu recommandable. C'est un ancien acteur porno. Enfin voilà, j'aurais préféré qu'il suive d'autres choses. Et je me disais, mais bon, finalement, en quoi se distingue-t-il, malgré ses dérapages homophobes, d'une certaine représentation du corps masculin mise à l'honneur chez les gays ? Peut-être que vous avez une vision très générale du corps masculin mis à l'honneur chez les gays. C'est pour ça que je vous pose la question, Charles Dantzig. Je ne suis pas si sûr qu'elle soit aussi... Il y a eu, je crois, dans la culture queer et la culture pornographique, il y a eu une période où, tout au contraire, c'était il y a une trentaine d'années, où les acteurs gays adoptaient le corps de l'ennemi. C'est-à-dire que, et c'était très frappant quand on allait à San Francisco juste avant le sida, où tout d'un coup, tous les gays qui étaient avant des mecs normaux, si je puis dire, c'est-à-dire comme vous et moi, tout d'un coup se sont mis à se muscler, à faire du sport, etc., etc. Et ils adoptaient le corps de ceux qui leur cassaient la figure avant. Et ça, c'était une adoption de physique très frappante et qui allait dans l'autre sens. Et maintenant, j'ai plutôt l'impression, si vous regardez, je vais essayer d'enrichir votre
votre culture porno-gay, Guillaume. Allez-y, allez-y. Si vous regardez dans Libération, il y a peut-être 3-4 mois, il y a eu un portrait de 4e de The Only Sean Ford. Et Sean Ford est un acteur porno-gay extrêmement célèbre, qui doit avoir beaucoup plus de followers que le président de la République, et qui a, lui, un code corporel qui n'est pas du tout le code masculiniste, avec des gros bras, et donc c'est pas si universel que ça. Christine Castelin-Meunier. Moi, j'ai envie de dire que on est dans une société de l'image, de la communication, des messages, etc. Et l'identité plastique est devenue majeure. Et donc, c'est très important aujourd'hui de s'affirmer, et notamment d'affirmer sa différence aussi, par une présentation de soi corporelle qui est très parlante en termes de symbole des formes féminines, la poitrine, les fesses, etc., ou symbole des formes masculines, les muscles. Et par ailleurs, j'ai envie aussi de rebondir sur cette idée de l'idéal viril qui était opposé à l'homosexualité autrefois. Et donc, effectivement, là, ça se prolonge. Et donc, il y a une façon de continuer. Et moi, là, je suis en train de terminer un manuscrit sur qu'est-ce qu'un homme. Et j'ai été voir du côté en France, et toutes les catégories et tous les âges. Et ce qui m'impressionne, j'ai été chez les marins bretons. Et bien sûr, sur les navires, il y a encore de l'homophobie, bien évidemment. Donc on est encore dans une société qui est très complexe par rapport à ça et qui a du mal à intégrer. Il y en a de plus en plus, avec le retour du masculinisme précisément, qui est fondé sur l'homophobie, et dans le discours, même pas le discours public, dans l'attitude publique. Quand on voit... Moi, je pense qu'il faudrait inscrire le football dans le code pénal. Quand on voit les supporters de foot dans leurs tribunes hurler, beugler, meugler, en particulier des slogans homophobes, qu'est-ce que c'est comme modèle? Vous parliez de modèle, Guillaume. Quel modèle propose-t-on? Et ça s'est répandu. Et moi, quand j'étais gamin, des supporters de foot, il y en avait, mais... ils étaient moins vulgaires, pas aussi ouvertement homophobes, et en tout cas, il y avait une critique des sports de masse qui participe aussi à un masculinisme. Mais dans le même temps, il y a aussi une lutte. Alors, le combat est difficile, mais pour le fait de reconnaître qu'il y a des joueurs de foot qui sont gays, que le racisme dans le sport n'est pas admissible. Le combat est long, Charles Dantzig, mais il est mené. Il est mené, mais il est faussement mené. C'est-à-dire, les clubs de foot disent « Ah, il faut avoir le courage d'eux ». Très bien, il faut avoir le courage d'eux, mais il y a le courage d'eux. Quand, dans l'équipe de France de foot, a-t-on eu un joueur en exercice qui dise « Je suis gay » ? Pas un. Ils ne le veulent pas, ils ne le peuvent pas, quelle que soit la raison, ça n'existe pas. Donc là, il y a une organisation, et il est évident que statistiquement, il y en a, et d'ailleurs on le sait. Donc il y a une organisation volontaire de l'invisibilité. Christine Castelin-Meunier. Des tabous dans le tabou, c'est clair. Mais moi, je voudrais revenir sur... Parce que le virilisme, c'est quand même un terme qui est très employé. Et je voudrais revenir à cette notion, à cette étymologie de viril. Je trouve que c'est très intéressant. À une période de l'Antiquité, viril était un adjectif qui correspondait aux filles et aux garçons. Hein. Et donc, dans le sens de vertu, vénéror, désir ardent de vivre, vis, vire, etc. Et je trouve que c'est très important de retourner, symboliquement parlant, à faire ce retour à cette période de l'Antiquité où virilité concernait les filles et les garçons dans le sens de vénéror, désir ardent de vivre. Et ensuite, ça a été totalement monopolisé par la culture masculine dans le sens de la guerre et de l'agressivité. Alors on continue justement dans le sens de la guerre et de l'agressivité dans votre ouvrage collectif Masculinité, point d'interrogation, publié chez Grasset, Charles Dantzig. Il y a un auteur qui m'a particulièrement intéressé, il s'appelle Mathis Chevalier. Alors peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais il a pratiqué le MMA, autrement dit un sport de combat qui est extrêmement à la mode chez les jeunes. Ce jeune garçon a décidé donc qu'il en avait marre du MMA. Il s'est lancé dans le théâtre, dans le cinéma. En 2022, il a incarné son premier rôle dans un court-métrage. L'histoire d'un CRS bouleversé par la passion qu'il ressent pour un danseur. Et ce
garçon vous a envoyé un texte où il explique que finalement, il ne peut pas faire le témoignage que vous lui demandez, puisque sa démarche jusqu'à présent, dit-il, a été de jouer des rôles, voire parfois de construire un mythe, puisque les boxeurs de MMA sont de véritables mythes, si j'en juge par mes garçons, par exemple, mais jamais, dit-il, de me dénuder totalement. Certes, je donne une vérité dans certains projets, mais jamais toute ma vérité. Moi, j'ai publié sa lettre. En réalité, Mathis Chevalier m'avait écrit un texte qu'il a retiré après et j'ai publié sa lettre de refus, avec son accord évidemment, parce qu'elle me paraissait intéressante dans ce texte. Il dit, mais il faut prendre part de la provocation là-dedans, il dit j'aime mon prochain mais j'aime aussi le frapper. Mais c'est un jeu, c'est-à-dire que pour lui, le MMA a été un moyen d'élévation sociale parce qu'il venait d'une banlieue très compliquée, etc., etc. Il a fait du sport et comme tant de jeunes, il est sorti d'une certaine misère sociale par le sport. Mais c'est un acteur, un joueur, je dis acteur, c'est un sportif de haut niveau. Il a été champion d'Europe de MMA, mais très particulier parce que il a... Par exemple, je fais aujourd'hui la propagande du journal Libération, mais dans Libération, il a posé nu, il n'est pas tout à fait vrai qu'il se mette jamais nu, il est très souvent nu en talons aiguilles. Donc il joue aussi sur les codes de la virilité, parce que lui, à sa façon, par l'image, parce qu'il veut devenir un acteur, et il est d'ailleurs très très bon. Vous pouvez le voir dans des tas de photos, d'ailleurs d'un photographe gay qui s'appelle Marc Martin, qui est un très bon photographe. Il se met là en jeu sous des aspects de culture queer. Christine Castelin. Là, moi j'ai envie de dire que c'est aussi toute la conception du désir. Parce que cette manière de combiner les codes, de combiner les présentations de soi, le cacher, dévoiler, etc., etc. Et les talons, c'est une sorte de, je sais pas, d'apologie de la grâce. C'est là où on revient à ce que demandait Guillaume tout à l'heure et où effectivement je peux vous rejoindre, c'est l'influence de la culture queer sur la culture générale masculiniste. Parce que probablement, le MMA n'existait pas il y a 30 ans, mais un sport de combat équivalent, je ne pense pas qu'un champion d'Europe de sport de combat il y a 30 ans aurait pu ou osé poser nu avec des talons aiguilles. Donc ça, ça contrevient un peu, disons que ça constitue une exception à la règle selon laquelle l'homophobie qui existe, bien sûr, dans les sports n'est pas combattue. Il y a malgré tout oui, mais il la combat des brèches. Il la combat hors du sport, il la combat en tant que modèle, photographe, etc. Mais en dehors de l'image, c'est une chose, mais je crois, Guillaume, qu'il y a un point important qui est le langage. Si vous voulez bien, je voudrais dire un mot là-dessus. Dans ce volume, un jeune intervenant qui est indien, raconte que lui, qui est hétérosexuel, s'est fait traiter de sale pédé toute son adolescence. Il s'est demandé longtemps pourquoi. Il a découvert pourquoi. C'est que il sourit, il est poli, il forme des phrases. Eh bien, je pense que c'est une chose extrêmement simple et qui joue beaucoup. Et surtout, à l'âge le plus atroce de la vie, entre 10 et 14 ans, et dans le lieu le plus atroce du monde, qui est le collège, tout d'un coup, l'idée que beaucoup de garçons se font qui doivent avoir l'air rustres et avoir un langage attardé. Oui. Christine Castelin-Meunier. Avoir l'air viril dans le sens masculin du terme, là où auparavant il pouvait y avoir la possibilité d'être viril dans le sens masculin et féminin. Et donc moi, c'est ça qui m'attriste, c'est que finalement quand je pense à tout ça, je me dis il y a une sorte de régression, quoi. Et donc dommage. Donc il s'agit d'avancer, quoi. Alors avançons. Il faut quand même qu'on parle du zizi et il y a quelqu'un qui en parle de manière particulièrement éloquente dans votre ouvrage Masculinité, c'est Raphaël Ziz qui évoque sa circoncision et ses conséquences. Charles Dantzig, avec là aussi, puisque je parlais tout à l'heure des juifs gays, mais la chose mérite d'être prise au sérieux. Non, mais le fait qu'il y a là aussi une représentation du corps, une représentation particulière autour de la circoncision et de ses symboliques. Un commentaire. Raphaël Ziz fait un texte comique et très sérieux à la fois, où il s'imagine allant
à l'âge de 14 ans ou 15 ans, frappait à la porte du médecin qui l'a circoncis en disant « je veux récupérer mon prépuce ». Parce que dans son imaginaire, il avait, lui, décidé qu'on l'avait supprimé un attribut de sa masculinité en lui supprimant son prépuce. C'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est un point de vue intéressant, me semble-t-il. De la même façon que, par exemple, vous parliez d'Anatole Tomzak tout à l'heure, Anatole Tomzak raconte, lui, en tant que gay, qui ne comprend pas, et d'ailleurs en tant qu'être humain, ça me paraît une proposition intéressante, il dit « mais pourquoi me dit-on bonjour monsieur ?» Pourquoi dit-on bonjour madame? Et tout de suite, effectivement, dans le premier vocatif des rapports humains, le genre est là. Il dit pourquoi on ne me dit pas bonjour yeux bleus, bonjour cheveux blonds, ça serait compliqué, etc. Mais c'est une question intéressante. C'est-à-dire que immédiatement, dès la première abord humain entre personnes, le genre est là. J'aimerais quand même que l'on parle de Proust, parce qu'il faut réserver une question sur Proust. Est-ce que ça n'est pas quand même contradictoire par rapport à tout ce qu'on vient de dire, le fait que finalement, s'il y a une personne qui, en littérature, a porté l'idée d'une autre forme de masculinité, c'est lui ? D'une certaine façon, mais il ne faut pas oublier que Proust est un génie, il a fait beaucoup de choses, mais que quand il parle de l'homosexualité, il dit race maudite, et que pour Proust, tous les homosexuels ont des destins fatals. Il aurait dit la même chose des Juifs. Il aurait probablement... Mais sauf que, mais enfin là, on irait trop loin. Je pense qu'il a inventé, sans le savoir, l'humour juif new-yorkais, que le personnage de Bloch est... Mais enfin, on en parlera. N'allons pas si loin, mais restons quand même sur Proust. Mais le fait que, probablement, l'écrivain français le plus lu au monde, le plus commenté, soit justement un personnage d'homosexuel, enfin un homosexuel. Oui, écrivain. vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, un des génies pour moi de Proust est qu'il a assoupli la langue française à un point qui ne s'était jamais vu auparavant. On ne parle plus le français de la même façon après Proust. Et je pense que de la même façon, ces rapports de genre et de sexualité ont changé grâce à Proust. Moyennant quoi, Guillaume, je voudrais dire une chose, c'est que je parle de Proust avec grand plaisir, mais quand on a réédité des inédits de Proust il y a 2 ans, 75 000 exemplaires, et quand on a réédité un très mauvais inédit de Céline, 400 000 exemplaires. Oui, mais Votre dernier mot, Christine Castel-Harmony. Je dirais que Proust a intériorisé la culture féminine. Et pour moi, pour aller vers quelque chose de positif, je trouve que des hommes en changement sont en train d'intérioriser, d'intégrer la culture féminine dans le bon sens du terme. Christine Castelin-Meunier, les hommes aussi viennent de Vénus. Et si on réinventait l'éducation des garçons, c'est chez Nathan. Masculinité, point d'interrogation, c'est votre ouvrage collectif édité aux éditions Grasset, Charles Dantzig.